Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Eva Dagosh, je suis étudiante en première année de master T2M et c'est moi qui vais vous présenter le Traduel cette année. Alors, pour rappeler le principe du Traduel, des groupes de traducteurs vont proposer et commenter la traduction d'un texte court qui porte sur le thème de la GMT. En l'occurrence, le thème de cette année, c'était de trouver les mots pour un monde en crise. Et le jury, qui est composé de Dominique Michelin et de Alain Volclair, apporte un retour bienveillant qui vise surtout à faire ressortir les choix et les enjeux du texte, et ce pour chaque langue. Cette année, le Traduel il est ouvert au groupe d'étudiants issus des universités participant à la JMT, avec les combinaisons de l'espagnol au français, de l'italien au français et de l'anglais au français, dans cet ordre. Il faut savoir que certains groupes viendront présenter leur travail ici physiquement, et que d'autres, malheureusement, ne sont pas présents parmi nous physiquement, mais le sont virtuellement, et proposeront leur texte traduit avec un petit commentaire en vidéo. Il y a un lien sur la diapositive ici pour accéder au texte source et aux consignes. Si ça vous intéresse, allez-y, je vous en prie. Et il faut rappeler aussi que le Traduel se déroule davantage dans un esprit de partage et d'échange plutôt que de compétition. Et cet esprit est bien plus ancré cette année particulièrement, étant donné les conditions délicates que la crise sanitaire nous a apportées. Et ce qui peut expliquer le fait que de nombreuses personnes ne sont pas présentes parmi nous et que de nombreux groupes n'ont pas pu travailler dans les mêmes conditions. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont participé à ce Traduel malgré les petits problèmes techniques, logistiques et autres. Bravo. Et encore une fois, étant donné les conditions, il y aura la proposition des textes qui sera affichée ici. On vous laissera un petit temps pour pouvoir les lire. Et il y aura parfois des commentaires écrits également ou vidéo. On va commencer sans plus attendre. On va commencer par la combinaison espagnol-français. Nous avons 3 groupes pour cette combinaison, dont deux parmi nous et puis un groupe qui n'est pas là malheureusement. Et le premier groupe, ce sont les deuxièmes années de Master T2M. Voici leur texte. On vous laisse quelques instants pour le lire. On va aussi vous présenter en passant nos 2 membres de jury que vous avez déjà vus cette matinée. C'est au concours de qui est le plus trompé aussi. Si vous regardez à distance, vous voyez bien le météo qu'il fait ici. Notre Dominique Michelin qui a accepté de faire le jury pour l'espagnol et aussi pour l'anglais, et Alain Volclair pour l'italien. Merci messieurs. Bonjour, je m'appelle Arantxa, je suis en Master 2 T2M. J'ai participé au Traduel espagnol au français avec quelques-uns de mes camarades de deuxième année de Master T2M, donc Gauthier, Fabien et Lucie, là-bas au fond. Je vais essayer d'être brève parce que le temps nous rattrape un petit peu. Tout d'abord, par rapport à ce texte, ce qui peut être un avantage, tout comme un piège d'ailleurs, c'est que c'est un thème au cœur de l'actualité, on peut le dire, dont on entend parler quotidiennement. Ça peut être un piège dans le sens où on en entend parler, mais aussi on le voit à l'écrit, donc certaines choses vont être différentes du parler à l'écrit. On s'est d'abord posé la question si on allait plutôt aborder une approche prescriptive plutôt ou descriptive, notamment au niveau du Covid. On s'est demandé si on allait utiliser le féminin ou le masculin, comme on en a parlé précédemment.
On est parti sur le féminin, donc la Covid, puisque l'Académie française a tranché récemment, et que c'est également de cette manière que l'utilise l'OMS, qui est à l'origine du terme, par rapport à la disease, donc la maladie, et on dira plutôt le coronavirus par rapport au virus. On est parti également sur des majuscules, donc utiliser Covid en majuscule puisque c'est une abréviation, et avec un tiret 19. Par rapport au titre, donc au début du deuxième paragraphe, on est parti sur quelque chose d'assez différent que les titres espagnols, parce qu'on a essayé de mettre des titres qui étaient plutôt qu'on avait entendus à la presse française ou qui avaient été prononcés notamment par le gouvernement. Donc pour le premier, nous sommes en guerre. Vous l'aurez deviné, je pense, c'est ce qu'a prononcé le président Macron lors de son discours en mars pour annoncer le confinement. Et donc c'est en quelque sorte, c'est une phrase d'accroche qui a un petit peu, je pense, relancé cette tendance, on va dire, d'utiliser des termes militaires par rapport au Covid. Donc comme il est un peu expliqué dans ce texte. Et après, il y avait quelques règles à savoir, notamment au niveau du 19e siècle. Je ne sais plus où il apparaissait. Oui, au début. Donc, c'était en chiffres romains, on l'écrit en français. À la fin, ça a été un peu une difficulté par rapport aux maladies qui sont, entre guillemets, par rapport à la syphilis, les termes donnés à la syphilis, parce qu'ils étaient un petit peu différents en français par rapport à l'espagnol. Et puis voilà. Donc maintenant, on va faire passer le second groupe qui sont les masters de première année T2M. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Katharina, je suis en première année de master T2M. Donc, j'ai pu travailler avec quelques camarades de classe, Manon, Hélène, Camille et Morgane, sur un texte qui porte sur un thème actuel qui est le Covid-19. Ce qu'on cherchait surtout dans ce travail, c'était, comme dans toute la traduction, à rendre les textes fluides dans la langue cible. Pour ce travail, on a eu surtout des difficultés, on va dire, au niveau des termes, parce que, par exemple, Covid-19, en espagnol, du coup, c'était au masculin, et d'après l'Académie française, c'est quelque chose qui est très de l'actualité, que la Covid-19, du coup, en français, est considérée comme une maladie, donc un terme féminin, du coup. Quand on travaillait dessus, du coup, on se posait vraiment la question si, du coup, c'était féminin ou masculin, et lors de nos recherches, et surtout sur des sites de la santé publique et du gouvernement, on a retrouvé que le terme, du coup, était féminin. Ensuite, pour la partie qui concerne les titres, parce qu'en fait, ce sont des titres de presse espagnols, dans les textes d'origine. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé, c'est d'adapter au lecteur français. Et du coup, on a cherché sur des articles de presse français. Et on a trouvé que, du coup, pour les métaphores militaires, c'était les termes les plus employés dans la presse française. Ensuite, aussi, on a trouvé que dans le texte espagnol, les phrases étaient surtout très longues. Donc, nous, ce qu'on a essayé, surtout à la fin, on a essayé de découper, du coup, la dernière phrase au niveau de 2 phrases, pour que ce soit plus facile pour le lecteur, plus facile à comprendre. Et aussi, ce que je peux dire d'autre, c'est aussi pour les termes de la syphilis,
qu'en fait, on devait chercher du coup par rapport à chaque pays quel terme ils employaient. Et ce que nous on a trouvé du coup pour la syphilis, c'est que ça pouvait se dire le mal français, mais aussi le mal gaulois. Et comme on voulait en fait éviter une répétition de dire mal français et ensuite français, donc on a choisi d'employer le mal gaulois. Et ce que je peux dire aussi, c'est que oui, du coup pour le titre, on a vraiment essayé de trouver un titre qui puisse vraiment avoir plus son sens en français et pas prendre une traduction plutôt littérale. Et ensuite, pour tout le début, en fait, si on regarde le texte original, en fait, comment je peux dire, ça commence, le texte il commence en fait par les métaphores militaires, sauf que nous on a choisi de regrouper le début et la fin de la deuxième, la première phrase et la fin de la deuxième phrase, parce qu'en fait ce serait plus synthétique en français et ne pas en fait commencer par les métaphores militaires qui sont utilisées de manière excessive. Et en fait, on a décidé de tout regrouper sur une phrase pour que ce soit plus synthétique. Et voilà. Et voici notre travail. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et enfin, le dernier groupe pour la combinaison espagnol-français, c'est une traduction qui a été proposée par les Master 1 et Master 2 de traduction scientifique et technique de l'Université de Haute-Alsace. Eux ne sont pas présents parmi nous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Pauline Lamal. Bonjour, moi c'est Noémie Martin. Moi c'est Louis Regnault. Et moi c'est Belaïd Myriam. Nous faisons partie du Master Traduction scientifique et technique de l'Université de Haute-Alsace en collaboration avec Astrid Travieso Cabrera en Master 2. Afin de procéder à la traduction de ce texte, nous avons tout d'abord exploré l'origine des métaphores présentes dans celui-ci. Ensuite, nous avons comparé les termes vernaculaires et leurs équivalents scientifiques. Puis, nous avons aussi adapté la syntaxe selon les besoins du texte cible. Et enfin, nous avons également utilisé différentes bases de données pour les fonds historiques et scientifiques. Pour conclure, nous avons exposé les angles culturels, scientifiques et historiques du texte source afin de transposer au mieux ces informations en français. Le but étant de faire passer au lectorat francophone l'essence du texte espagnol. Ça te va pas ? Ouais, tu le truc. Pour l'université de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce projet. Ça marche bien. Ça marche ? Oui, vous m'entendez bien ? D'abord, je voudrais dire un grand bravo aux étudiants parce que, honnêtement, le Traduel, ce n'est pas un exercice facile. Il y a beaucoup de traducteurs professionnels qui ne s'y aventurent pas parce que c'est quand même... on se dévoile beaucoup, en général, quand on livre son texte. C'est quand même une partie de notre propre créativité, création. Et voilà, je sais que ce n'est pas un exercice facile. En tout cas, bravo parce qu'il y a des bonnes choses à prendre partout. Et moi, en ce qui me concerne, donc, j'ai regardé le texte. Le texte source, on ne l'a pas, mais c'est pas plus mal, parce que peut-être pour les gens qui ne sont pas hispanophiles ou hispanophones, ça vous donne un petit peu un texte français comme ça, voir s'il est bien lisible, s'il est intelligible. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on n'a pas trop parlé du texte source. Le texte source, pour moi, en espagnol, n'était pas extrêmement bien écrit. C'est un article de presse. Alors un coup, on met le genre féminin pour la Covid, un autre coup, on met le genre masculin pour la Covid.
On alterne un petit peu le style sensationnaliste, journalistique, familier. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'était pas évident à mettre en place. Et du coup, en français, ce que j'ai vu et ce que je propose souvent, c'est de jouer beaucoup sur les formules idiomatiques. Donc j'en ai vu plusieurs qui étaient intéressantes. Et c'est là-dessus en fait qu'il faut travailler. C'est-à-dire que le texte cible, en fait, il faudrait qu'on ne voit jamais que c'est une traduction. Donc on utilise beaucoup de termes idiomatiques. C'est important aussi l'agencement du texte, parce que ça, c'est un article de presse. Donc c'est bien. Après, l'article de presse en français, il va peut-être obéir à un agencement un petit peu différent, un petit peu séparer les paragraphes ou les phrases. Donc là, j'ai vu de très bonnes choses. Alors évidemment, on peut revenir dessus, mais une traduction n'étant jamais aboutie. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ces propositions, c'est que tout ce que vous avez vu là, en fait, ce sont des possibles traductions. Et en s'inspirant de tout ça, on arrive à quelque chose d'encore plus abouti. Donc là, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu échapper à la règle, par exemple. C'était très bien. Moi, j'avais choisi déroger à la règle. Par exemple, alors on n'a plus le choix, mais j'avais sur le texte, je proposais une question pour interpeller donc le public, le lectorat, en disant « Mais pourquoi le Covid-19 dérogerait-il à la règle ?» Et à partir de là, en fait, on interpelle le lecteur et on peut un petit peu travailler sur le texte. Mais voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je sais qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais en tout cas, encore une fois, félicitations pour toutes les trouvailles que j'ai vues. C'était vraiment un beau travail et j'incite vraiment tout le monde à le faire parce que c'est quelque chose qui est difficile. Et quand on est traducteur professionnel, quand on livre son texte, eh ben, on donne une partie de soi-même. On se révèle et c'est quelque chose. Après, quand quelqu'un revient dessus, ben, ça nous est très sensible, on va dire, parce que c'est un travail sur lequel on s'est investi. Voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir une critique, mais en attendant, il faut savoir que toutes les critiques sont constructives. Donc bravo encore. Nous allons maintenant passer à la combinaison italien-français. Donc là, nous avons 3 groupes, dont un seul qui est présent ici. Et le premier, c'est un groupe de Master 1 et Master 2, T2M. Je vous laisse peut-être le temps de lire le texte. C'est bon à peu près. Oui. Donc je suis Marina, je suis en 2e année de Master T2M. Donc avec mon groupe, on a travaillé sur le texte italien. Donc, je vais expliquer quelques choix qu'on a fait. Tout d'abord, dans le titre, on a choisi de mettre des guillemets aux 3 mots, alors que dans le texte italien, il n'y avait que des guillemets à un des 3 mots. On a fait ça parce qu'il s'agit de notions. Donc, on a décidé d'en mettre aux 3 mots. Ensuite, on a utilisé Covid-19, alors que dans le texte source, ils ont utilisé coronavirus. On l'a utilisé au féminin aussi. Ensuite, au 3e paragraphe, dans le texte source, il y avait 2 questions et on a décidé d'en faire une phrase déclarative parce qu'on a jugé qu'en français, on utilisait plus des phrases déclaratives plutôt que des questions dans les articles. Et dans le dernier paragraphe, on a utilisé l'expression « mettre en lumière » pour montrer qu'il y a d'autres informations, mais qui sont un peu à l'ombre. On choisit de mettre en lumière quelques informations précises. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette expression-là. Voilà, merci.
Le second groupe est composé d'élèves de master ITRI, donc l'Institut de traducteurs d'interprètes et de relations internationales de l'Université de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Pour participer à cet événement, nous avons formé un groupe composé de 2 francophones et de 4 italophones. Nous avons tout d'abord choisi d'effectuer un travail personnel, de lecture et de recherche, puis de réaliser chacune notre version. Nous avons ensuite partagé nos traductions via un appel Skype, ce qui nous a permis de confronter nos idées et de faire des choix communs. Nous avons énuméré les points qui nous ont posé problème afin de vous les présenter aujourd'hui. Le premier débat s'est déroulé autour de la traduction du titre. Nous avons hésité sur la façon de traduire tampone et avions toutes des propositions différentes, comme test, écouvillon ou dépistage. Nous avons finalement choisi test, qui était la traduction la plus naturelle pour les Françaises. Toujours dans le titre, c'est blocco qui nous a demandé un peu de réflexion. Les Italiennes ont largement aidé à la compréhension du terme en précisant qu'il n'était pas employé couramment et qu'il donnait l'idée d'un arrêt général du pays. Nous sommes donc partis sur confinement. Enfin, un dernier détail, celui de la ponctuation. En nous basant sur des articles de journaux français, nous avons opté pour la virgule à la place des 2 points. Dans le premier paragraphe introductif, nous avons choisi de traduire par « se tenir constamment informé » pour retranscrire l'expression idiomatique « stare al passo ». Pour le deuxième paragraphe, la discussion s'est concentrée en particulier sur le verbe « snocciolare », qu'il ne fallait pas traduire littéralement. Nous avons proposé l'expression française « rabâcher sans arrêt ». La dernière phrase du paragraphe demandait une réflexion quant au style d'écriture. Il fallait selon nous absolument garder la répétition, même si nous avons opté pour un changement du terme répété. Les 2 dernières phrases interrogatives du troisième paragraphe avaient une importance capitale dans ce texte et devaient avoir le même impact en français. Dans le dernier paragraphe, nous avons évité le calque de fuorvianti en traduisant par une forme verbale, prête à confusion, rappelant ainsi le titre de l'article. La traduction de senso a entraîné plusieurs propositions comme sensation, sentiment, impression, mais c'est finalement idée qui l'a emporté. Enfin, pour rendre la traduction moins lourde, nous avons choisi de remplacer la relative de la dernière phrase par un groupe nominal. Et le dernier groupe pour la combinaison italien-français sont des élèves de master traduction scientifique et technique de l'Université de Haute-Alsace. Mon équipe et moi-même voudrions avant toute chose remercier les organisateurs de la Journée mondiale de la traduction et l'Université de Haute-Alsace pour nous avoir donné l'occasion de participer à ce traduel auquel nous prenons part dans la combinaison linguistique italien-français. Nous avons reçu un texte à traduire,
concernant les difficultés liées à l'emploi du lexique du coronavirus. Cet article a pour objectif de faire comprendre qu'il est difficile de connaître la gravité de la situation sanitaire, parce qu'on ne sait ni la définir, ni interpréter parfaitement les expressions utilisées par les professionnels de santé. Le texte que l'on a traduit est un article scientifique adressé à un public vaste et relativement informé. C'est pourquoi le langage utilisé est précis, mais la structure des phrases est claire et simple. Afin de produire une traduction de qualité, nous avons fait référence aux termes régulièrement utilisés dans des ouvrages ou sur des sites scientifiques et d'actualité, comme le CNRS ou Food for Science. Nous avons également recherché des termes dans des dictionnaires monolingues et bilingues en ligne, comme le Larousse, Treccani, GLOSP, le CNRTL ou IAT. La principale difficulté que ce texte nous a posée a été la traduction des mots entre guillemets, étant donné la spécificité de leur sens, ainsi que des termes et des expressions marquées ou très typiques de l'italien. Parmi les termes qui nous ont posé problème figure blocco, qu'après plusieurs recherches nous avons décidé de traduire par blocage pour essayer de donner la même nuance de sens que le texte source, tenant compte ainsi de sa définition plus générale et non en référence au terme particulier confinement. Le verbe snocciolare, que nous avons traduit par ressasser, car en italien il a plusieurs significations, mais dans ce cas précis, il fait référence à l'action de répéter des expressions complexes sans donner de véritables explications. L'expression italienne appiattire la curva, qu'on a décidé de nominaliser par aplatissement de la courbe, pour maintenir la structure nominale et uniformiser la phrase. Et pour finir, la phrase italienne dando per scontato che si capisca cosa intendono dire, qu'on a traduite par en supposant que tout le monde en comprenne le sens, afin d'expliciter le sujet et d'éviter toute ambiguïté, tout en restant proche de la phrase italienne. À la fin de la traduction, nous avons relu le texte cible pour nous assurer qu'il n'y avait pas de faute de grammaire ou de vocabulaire, et que le registre linguistique et la cohérence étaient respectés. Merci de votre attention. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Comme mon collègue, j'ai félicité chaleureusement les trois équipes qui ont participé à ce traduel de l'italien vers le français. C'est du travail sérieux, c'est du bon travail. Ce que j'apprécie notamment, c'est que vos commentaires traductologiques sont, comment dirais-je, détaillés, circonstanciés, et qu'ils démontrent que chacun d'entre vous a développé une stratégie traductionnelle. Or, quand on est traducteur, quand on a affaire à ce genre de textes qui ne sont pas simples, il y a une analyse globale à faire et du public cible et du texte source et du lecteur modèle et du contexte, et il faut prendre un parti pris, notamment pour la traduction du titre qui, comme on a pu le constater parmi les commentaires des étudiants, a représenté l'un des écueils les plus importants de ce document. Donc pour moi, les trois documents se valent. Alors je ne fais pas mon Jacques Martin pour ceux qui ont connu l'école des fans il y a quelques siècles. Donc tout le monde a gagné en fait. Mais c'est pas faux. Il y a des choses vraiment très très bien dans les trois. Il y a des choses un petit peu moins bien aussi, ce qui est logique. Vous êtes de jeunes apprentis traducteurs en devenir, avec donc un niveau qu'on appelle de qualité révisable. Mais il y a de bonnes choses. Notamment les difficultés du texte source, je vais aller rapidement là-dessus. Vous les avez repérées quasiment tous. C'était effectivement le titre qui voulait à dessein donner la confusion, montrer que ces termes-là créaient la confusion. Peut-être qu'il aurait fallu, et là vous n'y avez pas pensé, expliciter d'une manière ou d'une autre que ça se déroule en Italie. Là, à aucun moment dans le texte, on ne comprend que c'est la réalité italienne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la réalité française n'était pas tout à fait pareille. Je pense qu'il y avait un petit peu moins de confusion. Donc, on pouvait très bien faire un ajout. Vous savez qu'en traduction, on peut faire des ajouts, notamment dans les titres, qui sont des adaptations, souvent plus que des traductions, et faire une petite référence à l'Italie, s'amuser un petit peu, je ne sais pas. Donc, peut-être l'Italie cherche encore ses mots, MAUX, avec un petit jeu de mots dans ce goût-là. Et effectivement, laisser les mots les plus compliqués, je pense, dans le titre. Donc, j'en ai eu un peu partout. Donc, pic, écouvillon et blocage. Moi, j'aurais laissé blocage parce qu'on n'en a pas entendu parler en France.
on entend parler pour d'autres choses. Mais là, ça montrait qu'on rentrait dans la réalité italienne, où ils ont utilisé même rarement, mais ce terme. Donc ceux qui ont utilisé le terme blocage, j'ai trouvé que c'était un bon choix. Après, vous avez effectivement, je vais aller rapidement, hein, le verbe snocciolare, qui littéralement, pour ceux qui ne sont pas italianistes, signifie retirer un noyau. Donc dans le contexte, effectivement, j'ai eu de très bons choix de la part des étudiants, entre ressasser, rabâcher, c'est exactement ça. Il y avait une notion un peu péjorative qui a été bien rendue en général par les étudiants. Je peux poser une question. Est-ce qu'on aurait pu le traduire par « nous abreuve de » ? Exact. Moi, c'est ce que j'allais proposer, tu vois, abreuver, ou, alors pareil, c'est des vieilles expressions de vieux, rebattre les oreilles, quelque chose comme ça. Hein. L'idée, c'est idiomatique, ce n'est pas vieux, c'est idiomatique. Oui, hein. Oui, bon. Oui, mais on se rend compte quand on enseigne la traduction que nos étudiants... Ah, quoi ? Jamais entendu. Ok. C'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit et que les étudiants restent toujours au même âge. Quand on est traducteur, il faut aller piocher dans toutes les époques. Je plaisante, évidemment, je suis d'accord avec toi. Après, autres difficultés, peut-être, voilà, le côté un petit peu scolaire. Vous avez encore un peu peur d'aller un petit peu au-delà du texte source. Avec l'italien comme avec l'espagnol, c'est souvent la difficulté du calque. La structure est un peu comme ça, nous endort un peu. Et au final, si on traduit littéralement, ça rend une espèce de charabia indigeste et incompréhensible. Hein. Donc il faut vraiment toujours essayer de s'éloigner. C'est ce que vous avez fait en règle générale et je l'apprécie beaucoup. Peut-être un petit peu plus de risque de temps en temps, éviter les tournures qui héritaient du latin, non tantum sedetiam, autant que, aussi bien que tout ça, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu scolaire, mais ça viendra avec le temps. Hein, on pouvait peut-être là aussi poser une question dans la première phrase, hein, afin de comprendre la pandémie, vous êtes tous très bien traduits, ça passe sans problème. Peut-être dynamiser le texte, comme tu disais tout à l'heure, avec une question. Faut-il être expert en épidémiologie ou en sémantique pour comprendre le coronavirus ? Quelque chose comme ça. Voilà, il faut que je m'arrête. Stop, voilà, j'ai eu le message. En tout cas, bravo à tous, c'était très bien. Bravo. Je profite 3 secondes. En fait, pour l'espagnol, je reviens sur... je voulais vous proposer des choses, parce qu'en fait, comme on est dans le domaine médical, on a vu use et abuse, mais moi, j'étais parti sur la métaphore « contamine la médecine ». Donc voilà, j'étais un petit peu... Non, mais je dis des choses comme ça, parce que souvent, dans le contexte, c'est toujours bien d'aller chercher des choses qui vont parler au domaine directement. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière combinaison de langues, qui est de l'anglais au français. Et le premier groupe sont des élèves de Master 1 et 2 de T2M. Alors, rebonjour. Je voulais revenir sur certains mots et expressions qu'on avait vus. On avait le mot pandémie et on a hésité à mettre pandémie mondiale, donc on l'a vu plus tôt dans la journée. Est-ce que c'est redondant ou pas ? Nous, on a décidé que ça l'était, donc on l'a laissé de côté. On a décidé de mettre à l'attention des voyageurs internationaux pour que ça fasse plus formel. On a eu la difficulté avec off arrival, savoir si c'était sur place ou si c'était l'aéroport ou le port d'arrivée qui faisait pas très idiomatique en français. Donc on a décidé de garder arrivée, mais de le déplacer un peu plus loin pour garder quand même l'idée. On avait aussi l'expression travel home. On se demandait à quoi ça se référait, si c'était de rentrer chez soi donc dans un autre pays ou de rentrer chez soi mais dans le même pays en Australie. Et il y avait aussi une différence entre transit et travel, savoir si cette différence pouvait nous éclairer ou pas. Transit étant plus pour des courts voyages, d'après ce qu'on a trouvé. Et on s'est posé la question du « and », si c'était le même sens en français, si on mettait « et » ou si on mettait « ou ». Et comme on n'a pas pu décider, on a décidé de garder les deux pour garder cette subtilité de savoir si c'était « travel home », donc dans le pays ou à l'extérieur. On s'est posé aussi la question pour le mot... pour quarantaine,
si on gardait quarantaine, si on disait période de quarantaine ou si on disait quatorzaine. Donc quatorzaine, on a vraiment hésité, on l'a peu trouvé, donc on a préféré garder quarantaine. Dans les symptômes, on a eu plusieurs difficultés, notamment savoir s'il valait mieux traduire par essoufflement ou difficulté à respirer. Difficulté à respirer a été gardée parce que c'est quand même beaucoup plus général et ça peut comprendre des essoufflements. On a eu aussi la question pour muscle pain, si on mettait douleur musculaire, courbature, contracture, ce genre de choses. Et en regardant les définitions, ce sont toutes des sortes de douleurs musculaires. Et on a eu aussi avec body aches, ce sont des douleurs corporelles, mais ça ne se dit pas en français, très difficilement. Donc on a préféré garder juste douleur, parce que sous-entendu, n'importe quelle douleur. On a eu aussi la question de savoir si on disait écoulement nasal ou nez qui coule, qui peut paraître plus simple. On s'est demandé si des voyageurs internationaux comprendraient les deux ou pas. Finalement, on a, je crois bien, oui, on a gardé nez qui coule, qui est plus simple et facilement compréhensible pour tout le monde. Une des grosses difficultés qu'on a eues, c'était pour traduire Health Official et Biosecurity Official. Et en regardant des documents français dans les compagnies aériennes, tout ça, le seul mot qu'on a trouvé, c'était autorité sanitaire. Donc on a décidé même si c'est beaucoup moins précis par rapport au texte anglais, de garder le mot français. Et enfin, pour les titres, on s'est posé la question de s'il fallait tutoyer ou vouvoyer le voyageur. Et en français, le vouvoiement est plus utilisé. Voilà. Merci. Le deuxième groupe sont des élèves de l'école de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth. Donc ils ne sont pas présents parmi nous. Et comme le temps nous manque, je sais qu'ils ont leurs propositions ici. Ils ont une argumentation écrite ainsi qu'une vidéo d'1 minute. Donc voilà. Après avoir lu et traduit le texte de l'anglais vers le français, je vais maintenant expliquer la manière dont nous avons procédé pour la traduction. Nous avons écrit un texte cible vulgarisé, vu que l'audience englobe un grand nombre de personnes. Bien que le texte soit un texte technique et scientifique, nous avons essayé de le rendre le plus simple possible, comme il a été en anglais. C'est un texte informatif, et le but, c'est qu'il soit accessible à tout le monde, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans notre traduction vers le français. Nous avons respecté la structure simple du texte. Nous avons écrit un texte accessible, informatif, précis et clair. La traduction du texte n'a pas été difficile, vu que le texte anglais est très compréhensible, très simple, et c'est ce que nous avons rendu en français, un texte simple, accessible, vu que le but du texte, c'est d'informer les gens sur le coronavirus, et plus particulièrement sur comment se comporter, surtout en Australie. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi des équivalents pour les termes techniques simples. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, le terme « shortness of breath », nous l'avons traduit par « essoufflement » et pas par « dyspnée » qui est le terme plus technique, parce que le terme « essoufflement » est un terme accessible à tout le monde et un terme qu'un plus grand nombre de personnes comprend, par rapport à dyspnée. Nous avons choisi de traduire le coronavirus par la COVID-19,
le terme choisi par l'Académie française est le terme que nous avons le plus retrouvé dans les textes français que nous avons lus pour faire la traduction. Le troisième groupe pour cette combinaison sont des élèves du master traduction scientifique et technique de Mulhouse. Le groupe anglophone du Master TST Mulhouse. Alors, nous avons dû traduire un texte, la traduction. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la version anglophone de la traduction pour le traduel de la Journée mondiale de la traduction, le groupe anglophone du Master TST Mulhouse. Alors, nous avons dû traduire un texte à l'attention des voyageurs internationaux arrivant en Australie, en situation donc de pandémie du coronavirus. Les principales difficultés que nous avons rencontrées ont surtout été liées donc à cette crise elle-même. Nous avons dû travailler en distanciel, puis nous réunir pour tout mettre en commun. Et la seconde difficulté a été de trouver les termes les plus justes pour parler de cette crise, les termes les plus exacts qui collaient le mieux. Mais ce qui nous a rassurés au final, c'était que tous ces mots, nous les connaissions déjà, ce vocabulaire, on l'avait, puisque la crise durant depuis quelques mois déjà, nous les connaissions déjà. Donc voilà, ça a été les principales difficultés, les principaux obstacles, et nous avons réussi à les contourner en nous mettant tous d'accord. Le quatrième groupe est aussi composé d'élèves de l'école des traducteurs et interprètes de Beyrouth. Première année de master à l'équipe USJ. Mes collègues Regina, Christelle, Yara et moi ont décidé de représenter l'équipe et de participer au traduel étudiant que vous avez lancé. Nous avons procédé comme suit. Tout d'abord, chacune de nous a traduit individuellement le texte de l'anglais au français. Ensuite, nous avons fait la mise en commun de 4 versions, plus ou moins différentes. Puis, au fur et à mesure, nous avons discuté les problèmes posés pour aboutir finalement à une seule traduction correcte, compréhensible et accessible au plus grand nombre de personnes. Dans un premier temps, le niveau de langue utilisé nous a posé un problème, vu que le texte source s'adresse à des voyageurs souvent pressés et stressés pour leur donner les instructions nécessaires concernant la COVID-19, le choix des termes employés doit être clair, logique et bien déterminé. Pour cela, nous avons vulgarisé notre texte type en utilisant un français facile, clair et accessible. De plus, savoir quel équivalent choisir. Par exemple, le mot quarantine en anglais était plus ou moins difficile. Est-ce en français quarantaine, isolement ou confinement?
Pour trouver l'équivalent le plus adéquat dans le contexte de la Covid-19, nous avons premièrement compris le sens du mot en anglais, puis cherché la définition de chaque terme en français. Après une série de recherches sur Termium et la lecture de quelques articles, nous avons essayé de distinguer les trois notions pour enfin conclure que c'est le mot quarantaine qui est l'équivalent le plus précis et le plus convenant. En outre, dans la langue française, le masculin a toujours l'emporté sur le féminin. Cependant, on remarque qu'aujourd'hui, la présence de la femme devient de plus en plus marquée dans toute forme de document à travers la langue utilisée. D'où la nécessité de la féminisation des textes par l'emploi de l'écriture inclusive. Le but est d'établir la parité femmes et hommes et d'éliminer toutes sortes de stéréotypes sexistes. C'est donc pour cette raison que nous avons insisté à employer le « e » muet dans notre traduction. De plus, quand nous parlons du coronavirus, faut-il dire le Covid-19 ou la Covid-19 ? En effet, Covid est l'abréviation de coronavirus disease qui se traduit en français par maladie du coronavirus. Pour certains, comme maladie est un nom féminin, ils font donc utiliser l'article défini là et non pas le le. Par contre, pour d'autres, le masculin est imposé. Il donne alors à la maladie le genre de l'agent pathogène qui la provoque. Donc, c'est le Covid-19. Cependant, étant donné que l'Académie française ainsi que les Québécois ont tranché pour le genre féminin, nous avons opté pour la Covid-19. Pour conclure, c'est vrai que ce texte est court, facile et simple. Cependant, en le traduisant, il fallait vulgariser le texte cible. D'où l'importance du traducteur, surtout en période de crise. Il doit toujours assurer la communication dans les meilleures conditions possibles, produire un texte compréhensible, attrayant, idiomatique, adapté au public cible et propice à la lecture rapide dans ce contexte précis. Vu que la Covid-19 est devenue un tournant décisif de l'année 2020, un tel type de texte nous sensibilise au risque d'être affecté à tout moment. Merci. Et pour finir, le dernier groupe sont des élèves de l'Institut des traducteurs et des interprètes et relations internationales. Au départ, chacun est arrivé avec sa propre version du texte, puis nous avons échangé jusqu'à obtenir le résultat final que nous vous avons envoyé. Étant donné qu'en 3 minutes il est difficile d'être exhaustif, je vais ici revenir sur nos principales difficultés de traduction. Tout d'abord, il y a cette fameuse phrase « There is currently a global outbreak of coronavirus ». En fait, elle nous perturbait un peu, on ne savait pas vraiment comment la traduire. Simplement mettre « il y a actuellement une pandémie de coronavirus » nous donnait l'impression de prendre le lecteur pour un imbécile. Et on a songé à mettre quelque chose comme « en raison de l'actuelle pandémie de coronavirus » qui nous plaisait davantage. Et on a finalement décidé de le rattacher au titre car cela nous semblait plus approprié. Au sein de cette phrase, il y a l'expression « global outbreak » qu'on aurait pu traduire par « pandémie mondiale », mais ça nous donnait un peu l'impression d'être un pléonasme. De facto, on a juste gardé pandémie, qui est de toute façon l'expression largement employée par des structures officielles telles que l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau des titres, pour ce texte, on a décidé de respecter une certaine forme de cohérence en donnant à chacun des titres la même structure. Nous avons donc décidé d'utiliser une formulation qui prend le lecteur à partie plutôt que de garder la structure anglaise. Simplement parce que ça nous donnait l'impression de mieux correspondre au ton global du texte. Concernant ce premier paragraphe, au niveau du vocabulaire, après quelques recherches, nous nous sommes rendus compte que quatorzaine était un abus de langage. On l'a donc laissé tomber et nous avons gardé le terme quarantaine.
Pour l'expression health screening, afin d'éviter toute confusion, on a décidé de préciser dans notre traduction qu'il s'agissait d'un test de dépistage de la Covid-19. Et enfin, un dernier point et non des moindres, nous avons choisi de nous incliner devant l'Académie française et de bel et bien dire la Covid-19, quand bien même tout le monde dit le Covid-19, nous les premiers. Ensuite, au niveau de la structure, nous avons décidé de diviser la première phrase de ce paragraphe, car cette dernière est très riche en informations et le rendu en français nous déplaisait beaucoup trop. On l'a donc découpé comme vous pouvez vous en rendre compte. Concernant le deuxième paragraphe, qui évoque les symptômes, nous avons simplement repris les termes utilisés par les structures médicales. À nos yeux, le véritable boss final de cette traduction, c'est l'expression Biosecurity Officer. Nous avons trouvé une fiche métier qui évoquait les termes expert en biosécurité et responsable en biosécurité. En lisant un peu, on apprend que le responsable travaille plutôt pour des entreprises ou des laboratoires, tandis que l'expert officie davantage pour des structures publiques. Comme il s'agit là d'un aéroport, on a choisi le terme expert en biosécurité. Merci de votre attention. Eh bien, ça c'était bien comme texte. C'est vraiment l'exemple classique du texte simple en apparence et qui peut poser beaucoup de questions. Donc encore une fois, bravo à toutes les équipes d'étudiants là, qui ont travaillé d'arrache-pied, qui nous ont fait des jolies trouvailles et qui sont allés vérifier certains termes. Alors moi, c'est la question que je me suis posée parce qu'il se trouve que je suis un grand amateur de voyage. Enfin, je l'étais jusqu'en février, on va dire. Depuis, ça s'est un peu calmé. Et je me suis dit, ça c'est un texte, on arrive dans un aéroport, surtout en Australie, qui en général est un long voyage pour la plupart des gens. Donc on n'a pas envie de lire beaucoup. Ce qu'on a envie de voir, il faut vraiment qu'on ait un texte informatif qui soit presque, qui présente des injonctions en fait. Et c'est vrai que là il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors les Anglais préfèrent poser la question à la première personne. Moi personnellement, en français la première personne, j'ai pas l'impression que ça nous parle culturellement. On a même un peu l'impression de nous parler un peu comme à des enfants. Donc je me dis soit on choisit la deuxième personne, en vous voyant bien sûr, soit on va encore plus loin en simplement, alors le premier paragraphe qui annonçait l'information, etc. Moi, j'ai simplement mis en titre « À votre arrivée en Australie ». Et je rajouterai même 2 points. Comme ça permet tout de suite d'interpeller en fait les personnes qui arrivent à l'aéroport, qui sont souvent, comme le rappelait justement, une équipe sous stress, etc., parce qu'ils ont envie d'arriver ou ils ont envie de récupérer leur bagage, etc. Donc, je favoriserai ici des informations, on va dire, courtes et claires, comme à votre arrivée en Australie. Par rapport à certains thèmes qui posaient problème, comme j'ai vu qu'il y avait port d'arrivée, etc., moi j'avais proposé point d'entrée, ce qui est un terme en général qui s'applique à tout. Et quand on arrive dans un pays, effectivement, on arrive à un point d'entrée. Et par rapport à là où on se rend, au lieu de résidence. Comme ça englobe un petit peu tout. On n'a pas besoin de préciser où on va. Je ne sais plus quel était le terme original. Et en continuant dans cet ordre-là, j'avais simplement mis dans le deuxième paragraphe, en gras, « symptômes à surveiller ». Comme ça, on s'adresse vraiment à tout le monde comme ça. Et à partir de là, j'estimais qu'en fait, le message il devait être clair, concis, précis et injonctif, en fait. Et j'ai vu qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en posant des questions. Alors, c'est vrai que c'était une bonne formule aussi, mais je pense que l'idéal serait quand même d'être le plus concis et le plus le plus interpellant possible, si on peut dire, en fait. Voilà. En tout cas, c'était un bel exercice. Et encore une fois, je mets en garde les apprentis et les futurs traducteurs contre les textes d'apparence simple, parce que souvent, ce sont les plus compliqués à rendre. À traduire, ils ne sont pas compliqués, mais à rendre lisibles, intelligibles et qui interpellent comme ça, ils sont plus compliqués. Donc, c'est intéressant de travailler, effectivement, et toujours de se positionner dans le contexte. Dans quel contexte on est, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, à quelle vitesse. Donc là, effectivement, il faut que le message passe vite, donc il faut que ça soit presque télégraphique, en fait, comme style. Voilà. Mais je pense que, je ne sais pas si on a quelques minutes pour en débattre un petit peu, Will, dans la salle, parce que je pense que tout le monde était... Non, on n'a pas. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, alors. Il nous reste un quart d'heure, Will. On avait 10 minutes, non? On essaye. Voilà, donc encore une fois, bravo à tous les étudiants et puis merci à tous pour votre attention et participation.
Du coup, rebonjour à tous. Malheureusement, cette intervention signe la fin de cette 5e édition de la Journée mondiale de la traduction. On vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui, donc soit physiquement, soit à travers votre écran de téléphone ou d'ordinateur ou qu'importe autre objet numérique. Nous tenons à remercier tout particulièrement la Société française de la traduction qui nous a aidés à mettre en place cette Journée mondiale de la traduction. Nous voulons également remercier toutes les universités partenaires de cette JMT, donc l'ITIRI de Strasbourg, l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse, l'Université de Limoges, d'Angers et d'Avignon, mais également l'école des traducteurs et d'interprètes de Beyrouth, d'autant plus au vu des temps compliqués actuellement au Liban. Nous avons également une pensée pour toutes les autres universités qui ont suivi la GMT, mais qui n'étaient pas présentes en tant que partenaires officiels. Nous voulons également remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre en place cette GMT, donc nos professeurs, mais également les élèves qui ont été présents pour la régie, l'installation du matériel, etc. Et bravo à tous les étudiants qui ont décidé et qui ont réussi à relever le défi du traduel, puisque ce n'était pas chose aisée. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter si vous voulez être au courant des actualités du master. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la Junior Agence par mail à junior.mastert2m@gmail.com ou faire un tour sur notre blog, en fait, où il y a beaucoup d'informations à propos de toute la formation. On espère vous retrouver tous aussi nombreux l'année prochaine, en espérant que ce soit en présentiel et pas en distanciel comme cette année, puisque c'est beaucoup moins sympathique. Nous espérons que tout s'est bien passé pour vous. Si vous souhaitez revoir cette journée mondiale de la traduction, elle sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la JMT de Bourgogne. On espère que cette journée vous a plu. N'oubliez pas de prendre soin de vous dans ces temps compliqués, de bien dormir, puisqu'on sait tous que les traducteurs ne dorment pas beaucoup, de manger des fraises, puisque c'est très important pour les vitamines, et de sortir masqué. N'oubliez pas votre parapluie au vu du temps dehors, et on vous dit à l'année prochaine. Alors, on vient de me dire qu'il faut que je dise un petit mot que je n'ai pas du tout préparé, donc je vais essayer de me rappeler de plusieurs choses, mais d'abord, j'aimerais juste dire à ceux et celles qui ont fait le traduel. Je viens de faire la réflexion à Laurent. Là, vous n'étiez plus étudiants, étudiantes, vous étiez des collègues. Mais vraiment, j'ai vu un travail extraordinaire, une réflexion, puis un travail d'équipe qui m'avait impressionné. Donc, bravo à vous, parce que c'est quand même formidable. Deuxièmement, j'ai pu suivre donc, la deuxième partie sur YouTube et il faut voir le monde parallèle qui s'est passé dans les commentaires. C'était extraordinaire aussi. Donc, allez vous voir. Ou nous voir plutôt, et puis lire absolument les commentaires qui se sont passés aussi, c'est bien. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui a participé. Je dois dire à nouveau, do a wave pour l'équipe technique, parce que quand même, c'était incroyable. Et à Will, je lui dois un case of lager. Et à Laurent, on n'a pas encore parlé, donc il faut qu'on discute. Mais vraiment, 1000 fois... excuse-moi, Laurent. Et puis, il faut absolument... 1000 fois pour cette journée. C'était formidable. Merci beaucoup. Merci Mary, merci Léa, merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir été présentes physiquement ou à distance pendant cette journée. On espère encore une fois que ça vous a plu. Pour rebondir sur des questions qui se sont posées en ligne et dans la salle, nous allons essayer de rendre disponible non seulement le flux vidéo de la journée avec du chapitrage pour qu'on puisse se repérer,
mais aussi avec l'accord explicite des personnes concernées, les documents que vous avez été plusieurs à demander. Donc, on va en parler avec les intervenants, étudiantes et professionnels en activité. Nous allons aussi pouvoir vous annoncer quelques dates assez rapprochées. Donc, nous espérons vous voir l'an prochain pour un événement JMT de nature qu'on espère aussi présentielle que possible. Nous pouvons déjà vous annoncer 2 autres dates en vue pour le mois prochain. Donc, le 6 novembre, nous organisons un séminaire sur langue, culture, jeux vidéo, qui sera en principe sur le campus de Dijon. Donc, vous en saurez plus sur les heures bientôt. On va peut-être nous permettre de vous envoyer une annonce sur la liste d'inscription pour la JMT. Et une deuxième journée le 20 novembre, encore un vendredi, sur les questions de langue et accessibilité. Nous avons plutôt parlé du plurilinguisme aujourd'hui, mais l'accessibilité fait aussi et peut-être de plus en plus partie de l'univers des traducteurs, traductrices, adaptateurs, adaptatrices. Et donc, ce sera l'occasion de revenir un peu sur cette question. Merci encore à toutes et à tous. On a un peu débordé sur le temps, moins qu'on ne pensait peut-être. Donc, merci à tout le monde d'avoir tenu dans les temps, dans ces conditions un peu compliquées. Et voilà, au revoir et à bientôt.